Le temps ayant fait son travail, je me suis mis à jour, comme tout le monde, sur tout un tas de médias et de pratiques en design, aussi bien en termes de médias numériques que de motion design, par exemple, toujours dans un rapport à l'image important. Et je suis actuellement président et cofondateur de l'Institut supérieur de design de Saint-Malo, qui est une école coopérative à Saint-Malo de design et un institut de recherche en design aussi, recherche fondamentale et recherche pratique. Et dans ce cadre-là, donc, on m'a demandé d'intervenir pour parler du design. Donc ça, c'est a priori quelque chose qui est dans mes cordes. Parler du design et des designers, en gardant bien à l'esprit que peut-être je ne peux pas me prétendre être le porte-parole de tous les designers, sachant qu'il y a, je pense, une vision du design par designer. Donc ça fait beaucoup de choses voilà, si on veut être exhaustif, à intégrer. En 1 heure, c'est peu, et 2 heures aussi. Donc très bien, on va commencer. Donc j'avais livré un petit emploi du temps de la formation, un petit planning. On va commencer par parler du design en tant que pratique, et notamment de son histoire, comment le design s'est structuré, rapidement pour comprendre où on en est aujourd'hui. Donc je pense que vous m'entendez bien et que vous voyez l'image. On peut y aller, très bien. Donc voilà, je diffuse mon écran, donc il se peut que je switch, ne vous inquiétez pas, c'est maîtrisé. Alors, étymologie, donc le design. Il y a une chose qui est intéressante déjà quand on en parle, c'est qu'en réalité, les premières définitions qu'on peut donner, c'est que ça, en tout cas, c'est une sorte de petite phrase qui revient souvent dans le métier, c'est qu'on donne du sens aux choses. On met du sens. Étymologiquement parlant, depuis le latin, design, c'est dessiner, et ça signifie exactement le contraire. Ça signifie enlever le sens des choses. Donc c'est assez étonnant quand on sait qu'on est dans des métiers issus de la sémiologie, qu'on soit designer d'espace ou designer graphique, évidemment, puisque c'est un métier de la communication. Alors pourquoi cela? J'ai trouvé un GIF ou un GIF, selon vos croyances, qui résume assez bien l'idée générale, l'idée du mensonge qu'il y a derrière le design, l'idée d'enlever la vérité des choses. Et je vous présente donc, vous devez l'avoir animé, une chaise qui est en fait une échelle, ou alors plutôt une chaise qui est aussi une échelle. Et je pense qu'il y a dans le design l'idée que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, ou pas uniquement en tout cas. Et qu'on va jouer avec tout un tas de choses assez brutes, des matériaux ou des concepts, et on va les pervertir en quelque sorte, dans le sens où on va les manipuler, c'est-à-dire les travailler avec les mains, et ils ne seront plus ce qu'ils étaient au départ. Et c'est quelque chose donc, qui est assez contre-intuitif à la base. Voilà, je pense qu'on peut retracer, et on va le faire d'ailleurs, les variations autour du mot design, les variations étymologiques à travers le temps. Il y a un très bon livre, La petite philosophie du design. Si vous ne l'avez pas lu et que vous êtes intéressé, il est vraiment petit. Il porte bien son nom pour le coup. Il est assez court à lire, très efficace pour comprendre la philosophie du design. Donc à partir du design, le mot design, désignio, qui signifiait mauvaise intention, plan, manigance, simulation, ébauche, esquisser, et c'est l'idée de donner forme. Donc ça, c'est la première vraiment signification des racines du mot design. Avec le temps, et en approfondissant un petit peu justement les mots qu'ont formé le mot design, je le dis en anglais, mais concepteur, ce sera le mot français, bien sûr. Ruse, fourberie, machination. Machination, il y a toujours cette idée de traquenard et de manigance. On est dans des synonymes. Machination qui donne machine, et ensuite, il n'y a qu'un pas pour arriver à la technique. Donc, donner forme et technique sont deux, on va dire, branches de l'arborescence de l'étymologie du mot. Et au-delà du mot, parce que je ne suis pas linguiste, même si j'y passe un temps fou, il s'agit plutôt de la pratique. Définir la pratique par la manière dont on la définit. Donner forme, technique. Et enfin, donc, des techniques, savoir-faire, astuces. Astuce, il y a l'idée de ruse également. Articulé, artificiel, artisanat et art. Donner forme par les arts et la technique. Je pense que c'est la définition initiale du design, celle qui est, je pense, le plus largement maîtrisée par les personnes qui ne connaissent pas, pas parce que ça ne les intéresse pas, mais parce que c'est quand même une pratique, le design, qui n'intéresse guère que les designers, il faut quand même se le dire.
Et donc, en effet, donner forme, c'est la première chose à laquelle on pense. Quand je dis que je suis designer, souvent, on me pose des questions sur la manière dont je fabrique des chaises. Il s'agit souvent de ça. J'entends un bip bip, je vais aller voir dans la conversation peut-être. Il n'y a rien. Très bien, je continue. Une personne qui se connectait. C'est très bien. Le succès actuel du design vient du fait que, comme démontré par son évolution sémantique, il est l'une des rares pratiques qui aujourd'hui réconcilie les sciences et les techniques avec les lettres et les arts. Je pense que c'est quelque chose qui se vérifie constamment, dans le sens où je suis bien placé d'ailleurs pour en parler, puisque dans notre établissement, le recrutement, par exemple, des étudiants, on a des personnes issues. Je m'entends. Il y a un écho. Je pense que c'est bon. C'est bon. OK. Donc, on recrute des personnes issues aussi bien, par exemple, de filière lettres avec une option art, donc un bac général alors, la filière L n'existe plus, mais en tout cas avec une mention principale en lettres. Ou des personnes en fac d'histoire, par exemple, ou en fac de lettres classiques ou modernes, aussi bien que des STI 2D, qui sont des sciences et techniques justement du développement durable, plutôt type ingénieur, ou des bacs S très techniques sur des mathématiques, de la physique ou de la chimie, qui viennent chacun pour des raisons différentes et qui sont en fait tous à leur place de la même manière au sein du design. Et ça se traduit également dans la position qu'occupe aujourd'hui le designer. On y reviendra sur l'évolution. Pour l'instant, je me suis arrêté avec vous sur l'idée que le design est une pratique qui va donner forme à quelque chose, en mentant en plus. Mais en réalité, aujourd'hui, le designer occupe une place un peu de pivot entre justement les ingénieurs du projet ou les développeurs, par exemple, et le marketing ou les philosophes, les sociologues quand il y en a, ou celui qui porte la philosophie de l'entreprise, c'est-à-dire le patron de l'entreprise, en assurant justement une espèce de gymnastique à la fois dans les termes et dans les manières de penser pour essayer de faire un vocabulaire commun à tout le monde. Je vais vous passer un petit extrait vidéo qui est intéressant, issu d'un reportage sur le design thinking. On en reparlera rapidement du design thinking. Je vous la mets. It's a very interesting story about how design managed to not explain itself through the last 100 years. There was a point at which design was about form. Mid-century, in the last century, it was all about form. Then it became about form and content. So in other words, the designer became responsible for the message or for the function as well as the form. But now it's about how a designer can deal with a problem, considering the form, plus the content, plus the context in which people have to address the solution over time. Donc voilà un court extrait qui explique qu'en fait, pendant très longtemps, le design, qui devait être assez proche en réalité, le terme n'existait probablement pas, il devait être assez proche du métier d'artisan. Artisan particulièrement attaché à créer, on va dire, des formes surprenantes. Et dans ce contexte-là, en effet, responsable uniquement de la formalisation des objets. À partir de la moitié donc, du XXe siècle, le design a évolué dans la mesure où il est devenu une science qui a intégré d'autres pratiques, comme la sociologie. Avec la sociologie, justement, l'étude des pratiques sociales des individus, le design a commencé à discuter avec les personnes. Et c'est à peu près un peu avant les années 70 que le design participatif est apparu. Design participatif qu'on voit un peu partout aujourd'hui dans les politiques publiques. C'est devenu un peu le nouveau cheval de bataille pour la co-création des espaces urbains, des services aux personnes, etc. Et en réalité, ce n'est pas du tout neuf en termes de pratique théorique. Le design centré utilisateur également, qu'on retrouve beaucoup, je sais qu'on a des designers UX qui sont inscrits aujourd'hui, donc on retrouve beaucoup dans la pratique de l'ergonomie et de l'UX design, et également n'est pas tout neuf puisqu'il est arrivé quand le design est rentré à l'université en tant que module de recherche. Le design centré utilisateur, c'était alors la pratique principale dans les années 80. Le design comme méthode ensuite, à partir du moment où on peut analyser des situations théoriques, on peut créer des canevas méthodologiques pour répondre à ces problématiques. Donc à partir de là, il y a différentes méthodologies de design qui sont apparues, notamment le design thinking, on y reviendra également, mais c'est dans les années 90.
Petit à petit, on a glissé vers un design qui ne concernait plus vraiment la forme, en tout cas des objets qui n'ont pas de forme dans l'espace réel. Au début des années 2000, avec le design de service, ça a notamment accompagné l'essor numérique. Quand on pense à la manière dont est structuré un service comme Uber, par exemple, il y a une conception lourde derrière de lien entre la réalité, enfin leur réalité économique, la manière justement de tordre un petit peu les enjeux qui sont ceux de la loi, hein, clairement, de s'affranchir de certaines contraintes judiciaires, légales, et ensuite la manière dont l'expérience de l'utilisateur est extraordinaire, et par expérience, je veux dire la simplicité à acheter des trucs, et à ne pas être embêté par tout ce qui est contextuel à ça. C'est là qu'on peut s'imaginer, en tout cas dans ce genre de terreau qui a pu émerger réellement, cette notion de design de service où, en effet, on donnait forme à des services. Dans cette pratique, le designer va dessiner le process. Donc il y a encore un peu, malgré tout, une idée de formalisation. Et ensuite, dans cette dernière tranche, et aujourd'hui, ce que le design est en train de devenir, c'est pratiquement en train de devenir un soft skill, c'est-à-dire un ensemble de compétences douces, de savoir-être et de savoir-penser, ou de savoir-penser autrement, avec une approche qui va être celle du test, de l'erreur, test-erreur, et qui peut justement commencer à se passer des designers. Alors, je vous transmets ces éléments sans y apporter encore mon opinion réelle sur le sujet. J'y reviendrai, bien sûr. En tout cas, la tendance est celle-ci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a énormément d'événements de design dans lesquels il n'y a pas un designer. Il y a d'autres services qui font des choses à partir justement des méthodologies de design conçues dans les années 90. Donc voilà cette évolution. Le mot design est très anglophone. C'est quelque chose qu'on imagine américain. C'est plutôt franco-italien à la base. C'est un mot qui provient de la notion de dessin, mais pas au sens de dessiner, mais au sens d'intention. Le dessin avec un E. Et également le dessin avec un I, cela dit, les deux, ensemble, le dessin et le dessin. Et c'est le designo en italien, je crois avoir déjà dit malgré moi le mot, qui est passé dans la langue anglaise et qui nous est revenu pour se remplacer lui-même dans la langue française aujourd'hui. Ce n'est pas une perte, et puis on n'a plus de mots vraiment pour le dire, parce que durant ce voyage outre-Atlantique, le mot a changé un petit peu de connotation également, et c'est le mot design qui explique le mieux aujourd'hui la pratique. Le mot dessin avec un E étant très littéraire et peu usité, et le mot dessin avec un I étant seulement la face visible de la pratique en design. Je poursuis. Avec un petit cas d'étude, j'en ai quelques-uns dilués par-ci par-là. Je ne vous ai pas présenté l'Institut de Design dans le détail, mais nous sommes une école coopérative d'intérêt collectif. On travaille avec les territoires de manière très proche, aussi bien dans les politiques publiques que dans, si vous voulez, l'image du territoire lui-même. Donc j'ai choisi un exemple par le studio Graphéine, qui était justement le branding d'un territoire, qui est celui d'Annecy. Donc on a un logo initial qui est une brochette de poisson qui forme une vague avec une coulure rouge. Donc voilà, clairement dépassé en termes d'esthétisme général. Le studio Graphéine, c'est un studio lyonnais qui fait un travail assez remarquable de manière assez régulière. Donc s'ils entendent parler de cette conférence, je les félicite officiellement. Donc voilà le logo d'Annecy, on retrouve le drapeau qui est celui de la Suisse, de la Haute-Savoie, à l'est de la France. Dans le dessin typographique, entre les deux N, donc on a ces 4 points ici. Annecy, donc avec une déclinaison de typographie et d'habillage en termes de trame typographique ici, pour donner une identité. Donc forcément, on parle bien d'identité visuelle, il y a un côté extrêmement introspectif quand on fait une identité visuelle. Je sais également qu'il y a des graphistes qui se sont inscrits à cette conférence, donc ils doivent sans doute comprendre de quoi je parle, dans la mesure où quand on entame avec un partenaire, un client ou un territoire, une démarche justement de requalification de l'identité visuelle, en fait, on entame plus que ça. On entame des questionnements sur ce qu'on est, premièrement ce qu'on est réellement, et deuxièmement ce qu'on veut dire qu'on est. Et c'est vraiment deux choses qui sont différentes. Être et paraître, c'est un petit peu, si vous voulez, la gymnastique. Dans l'érotisme du designer, il y aura cette volonté, s'il est honnête,
cette volonté d'avoir un maximum de réel dans sa production. L'utopie étant d'avoir une espèce d'exhaustivité, qu'on voit le travail graphique et qu'on se dise, mais évidemment, Annecy, c'est exactement ça, c'est tout à fait ça. Bien sûr, on ne peut pas tout dire, donc il y a aussi un travail de synthèse. Donc les couleurs sont les couleurs, évidemment, du blason héraldique d'époque de la ville. Et donc on va changer vraiment d'époque en termes de traitement graphique avec une approche très contemporaine. Ces carrés là qui vont revenir avec, vous voyez les 4 petits points, par exemple en haut à droite du terrain de tennis ou en haut à gauche de la rentrée scolaire dans le carré rouge, qui vont être le drapeau du département, du canton, et ensuite une application en design d'espace avec des choses qui sont très contemporaines, très bien dessinées, résolument modernes. Est-ce que ça donne une image fausse de la modernité de la ville d'Annecy, ou est-ce que ça révèle finalement la modernité qui était là? Ça, c'est toujours un débat. Est-ce que le design précède la modernité ou non? On pourra en parler tout à l'heure. Deuxième partie, donc on a vu un petit peu, si vous voulez, la manière dont le design est passé de la fabrication de formes à l'accompagnement contextuel, philosophique, conceptuel et formel des projets. Maintenant, on va voir comment on travaille avec des designers qui sont des personnes sordides, terriblement rigolotes et souvent qui ne plaisantent pas en tout cas avec les couleurs et les formes. Les vraies richesses sont les méthodes, disait Friedrich Nietzsche. Et ça, c'est quelque chose qui se vérifie dans la pratique du design. Donc, le design est un ensemble de savoirs, de méthodes et de techniques, comme beaucoup de métiers, vous me direz, en effet. La principale différence entre les designers, entre un designer et l'autre, va être dans la partie technique. Les savoirs qui sont du domaine, globalement, d'une partie, comme je l'ai dit, des arts, c'est-à-dire de l'histoire de l'art notamment, des référents esthétiques, des époques, d'un catalogue de signifiants en tête qui sont ceux, en effet, très connus et d'autres moins connus de l'histoire des arts, de l'architecture, de la peinture, du graphisme, qui est devenu une pratique en soi, documentée comme une pratique artistique. Et le designer graphique va avoir également des références en design d'espace, en design numérique, et les mêmes méthodes de travail. Et en réalité, la technique, ça va être, pour le designer d'espace, une science qui va être plutôt celle des mécaniques, de la mécanique, des résistances, des matériaux. Pour le designer graphique, plutôt de la couleur et des pigments, de la luminosité, du papier, de certaines chimies liées à l'encre. Pour le designer numérique, le langage numérique, etc., etc. Donc la vraie différence, c'est là. Donc autant dire que pour un designer qui souhaite se reconvertir dans un autre design, le travail n'est pas forcément long s'il a entretenu une curiosité pour la pratique et qu'il a réussi à se forger une culture visuelle du design d'espace, par exemple, ou du design numérique, s'il est designer graphique. Donc ces métiers ne sont pas exclusifs, c'est-à-dire qu'un designer graphique peut être également designer produit. Alors c'est difficile de tout faire. Quand je dis difficile, c'est un euphémisme. Un designer ne peut pas faire tous les designs. Cependant, un designer peut comprendre toutes les démarches en design. A priori, ce serait même rassurant que ce soit le cas. On peut être designer graphique et designer numérique. Je fais des logos, de l'identité visuelle et je le fais très bien. Je sais également très bien faire de l'ergonomie. Comme je le disais, il s'agit d'acquérir une technique et des connaissances spécifiques. Pour l'ergonomie, ça va être beaucoup aujourd'hui les neurosciences, avec la manière dont les personnes naviguent, un certain marketing numérique, même si globalement, le marketing, enfin justement lapsus, le design numérique est assez phagocyté par le marketing. Et si vous voulez, les opportunités d'innovation en termes de plateforme sont, pour ne pas dire inexistantes, en tout cas très limitées par ce qui marche et ce que veulent les gens. Alors, vous qui n'êtes pas designer, ou si vous l'êtes, ça peut être intéressant de se le redire, comment briefer un créatif? Donc, vous devez travailler avec un designer. Vous n'avez pas le choix, vous avez repoussé l'échéance jusqu'au bout, mais maintenant, c'est le jour J. Donc, vous avez un besoin. Donc, la première chose à éventuellement définir, c'est est-ce que vous savez ce qu'est ce besoin précisément?
ou est-ce que vous ne le savez pas? Ou encore, est-ce que vous le savez, mais vous voulez un autre regard? Donc le designer doit-il participer au diagnostic de la solution? Vous pouvez très bien contacter quelqu'un pour lui dire, voilà, j'ai besoin d'une identité visuelle parce que la mienne ne fonctionne pas. Et le designer de vous dire, non, non, votre identité visuelle fonctionne très bien. C'est pas ça votre problème c'est votre ergonomie. Ça, c'est une discussion qui est acceptable. Le designer est dans son champ de compétences à dire que la demande que vous lui faites n'est pas la bonne. Alors, bien sûr, le designer voudra toujours vous dire qu'il faut tout refaire parce que tout peut toujours être mieux fait puisque le travail de design n'est jamais terminé et qu'il évolue avec le temps. Malgré tout, il ne faut pas se tromper, en tout cas, de diagnostic à la base pour ne pas travailler sur quelque chose qui n'est pas le véritable problème. Car oui, le designer, comme le médecin, diagnostique et propose une série de médicaments. Donc évidemment, si vous intégrez le regard en design, qui est une approche de plusieurs disciplines finalement, en tout cas de plusieurs cultures au sein d'une même personne, dès le début, ça rajoute des coûts à votre démarche, puisque le temps de diagnostic est un temps qui est parfaitement normal d'être rémunéré. Ce que les appels d'offres publics ont tendance parfois à oublier, c'est-à-dire qu'on va demander à un designer de produire une hypothèse, même écrite, hein, c'est-à-dire une note d'intention. Sauf que la note d'intention, c'est le résultat d'un diagnostic qui peut être l'étude sociologique, la recherche culturelle, d'ailleurs ce sera souvent les deux, l'étude marketing peut-être, s'il s'agit d'un produit du commerce, l'étude historique s'il s'agit d'un territoire, et tout ça, ce ne sont pas des choses qui s'imaginent. En tout cas, il faut arrêter de le faire si on le fait. C'est quelque chose qui se travaille. Donc, diagnostic, oui ou non? Sinon, il faudra assumer derrière, si jamais tout bon résultat du designer que vous ayez, si ça ne résout pas l'entièreté de vos problématiques. Ensuite, il faut contenir le créatif, le designer, donc discuter avec lui pour comprendre le positionnement de votre projet. Et quand je dis pour comprendre, c'est aussi bien pour que lui comprenne que vous, porteur de projet, puisque je vous parlais de la dimension un peu introspective. Parmi tous les collaborateurs que vous aurez, en dehors de vos amis ou de lettrés qui vous côtoient, ce seront peut-être une des rares personnes à vous parler de la philosophie, par exemple, ou de l'éthique générale du projet. C'était vrai il y a quelque temps, de plus en plus de corps de métier se saisissent de l'éthique, et c'est quelque chose que je salue et que je respecte tout à fait. Je suis même plutôt enthousiaste. En tout cas, le designer a depuis longtemps saisi le fait que la production, c'est au niveau de la création et du concept au début que les choix les plus impactants en termes sociaux, en termes économiques ou écologiques, peuvent être palliés, anticipés et améliorés. Alors attendez, j'ai reçu un texto justement d'un collaborateur, je vais me mettre en ne pas déranger. Donc, dans un premier temps, il s'agit de définir précisément la marge de manœuvre du design. Il faudra ici canaliser l'énergie du prestataire. Comme je vous le disais, le designer est plutôt généreux en général quand il s'agit de proposer des choses à faire. Et il aura beaucoup d'idées puisque c'est son travail. Donc s'il est bon, en effet, il va beaucoup vous solliciter au début en vous disant on peut faire ci, on peut faire ça, on peut refaire des trucs. Donc qu'est-ce qui est possible? Premièrement, aussi bien en termes de budget qu'en termes tout simplement d'acceptation de la part de vos équipes. Débarquer avec une nouvelle interface qui est extraordinairement excellente, ce n'est pas toujours une bonne idée si personne ne veut l'utiliser. Donc il y a cette dimension en amont qu'il faut quand même assurer, c'est-à-dire est-ce que tout le monde est prêt, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on transforme des choses, est-ce qu'on modifie et donc dans ce cas-là, parce que le pire qui puisse arriver, ça va être de faire travailler quelqu'un pour quelque chose qui ne sera pas utilisé, ou en tout cas qui ne sera pas validé. Et ça peut durer longtemps de ne pas valider. Donc vous pouvez très bien cerner le problème en disant l'important sera de donner l'idée que, changer l'aspect trop, et là le diagnostic arrive, donc trop ésotérique, trop numérique, trop artificiel de notre projet bio, simplifier le déplacement des individus vers le lieu de l'expo, s'il s'agit de design d'espace, donner le sentiment de sécurité si nous sommes sur un espace de vente, par exemple. Cadrer précisément la demande et lister également les médias et médiums qui seront utilisés. Non, on ne refait pas la plaquette, même si on a refait tout le reste de l'identité visuelle. J'ai encore un stock de 3000 plaquettes et je n'ai pas envie de les jeter. Donc ensuite, comment briefer un créatif? Lister.
Donc à partir de ça, j'ai déjà commencé à en parler, définir précisément la demande en termes de médias, et on va le lister aussi bien le nombre de pistes que vous voulez, parce qu'on peut, pour une raison que j'ignore, la plupart des studios font 3 pistes. C'est une sorte de... voilà, on se les dit entre nous, on fait 3 pistes. Sachant que, alors ça va faire rire les designers, c'est toujours le cas, parce que la première piste, c'est la piste qu'on veut valider, c'est celle qu'on trouve bonne. La deuxième est nulle, mais elle est sécurisante pour le client, donc c'est ce qu'on pense que veut le client. Et la troisième, c'est une hypothèse soit paresseuse, soit complètement saugrenue, qui va juste faire la démonstration de notre créativité, dont on sait qu'elle ne sera pas validée. Donc voilà, si vous vous demandez pourquoi il y a 3 pistes, c'est un peu ces idées-là, je pense. On ne se l'est pas tous dit à nous-mêmes, mais j'ai pu le vérifier avec le temps. C'est assez drôle. Donc voilà, vous pouvez demander un logo, mais seulement 2 pistes, ou voire une seule piste qu'on pourra retravailler, sachant que la capacité de votre prestataire à apporter une solution qui corresponde un petit peu à vos enjeux et à votre attente va aussi dépendre du temps que vous aurez passé ensemble à définir et à cadrer ces attentes. Il y a cette situation de design où le porteur de projet attend patiemment que le designer devine ce que veut le porteur de projet, alors que le porteur de projet peut le verbaliser. Donc ça, c'est une situation aussi qui fait perdre du temps et donc, outre de l'argent, des nerfs aussi. Donc pour la piste retenue, vous direz, j'ai besoin d'une charte graphique, une scénographie de l'espace d'accueil qui fait 20 mètres carrés. La personne voudra venir prendre des cotes sur place. Une proposition de 3D pour cet espace uniquement, ou alors un prototype réel en allumette. Une plaquette 4 pages avec un pli, les textes seront fournis. Recherche photo dans une banque d'images, ou alors nous avons les photos, ne vous embêtez pas, vous devrez choisir dedans. Ou alors je sais même lesquelles je veux mettre en avant. Une carte de visite pour 2 personnes, donc 2 modèles de carte de visite. Précis comme cela, évidemment, ça n'empêche pas le designer de vous dire « Ah, j'ai eu une idée, on pourrait faire ça ». Mais en tout cas, votre demande est claire. Si la demande est claire, le chiffrement est clair. Le chiffrage, pardon, le chiffrement c'est pour le développement. Le chiffrage est clair, et si le chiffrage est clair, le temps de travail devrait être clair, et ce sera plus simple pour vous de valider les propositions de votre designer et de vous faire valider si la discussion en design a eu lieu. Donc on va définir un agenda, répartir la création dans le temps, les choses fondamentales, structurantes en premier. On m'a déjà demandé de faire un site web avant de faire l'identité qu'elle est avec. Donc non, c'est l'identité visuelle qui est un pilier, forcément, un pilier théorique de la communication et des espaces, aussi bien scénographiques que les autres. Donc ça commence par là. Avant de dire qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, il faut se demander qui on est. Donc c'est un peu ça, si vous voulez, l'identité visuelle. Définir le nombre d'allers-retours, parce que pareil, on peut se dire, écoutez, vous me faites une proposition, et on ne fera pas d'aller-retour, je vous valide direct. Le rêve du designer, ça n'existe pas. Donc il y aura 2, 3 allers-retours de modification, de précision. En fait, on a une première couche, si vous voulez, de design qui va être celle de mettre à plat les possibles, toutes les possibilités, et une deuxième couche qui va être celle de creuser en profondeur dans la proposition qui a été faite. Prévoir un temps long pour démarrer, parce que comme je vous le disais, le designer doit s'acculturer au projet. Donc quand c'est, comme on a pu le faire par exemple, j'entends un bruit, je vais aller voir ce que c'est. Comme c'est, on a accompagné un groupe de recherche sur la data de la langouste à l'île de Sein, vous voyez. C'était passionnant, là-dessus il n'y a aucun problème, sauf qu'en termes de langouste, moi je m'y connaissais très peu. Donc ça m'a demandé un petit temps de travail en amont pour être à l'aise avec mes amis les langoustes. Et c'est normal, donc ce sera le cas pour tout, un cabinet conseil, une SS2I, et petit à petit, alors avec l'expérience, forcément, le designer, écoutez, c'est pas ma première SS2I, je connais ça bien, ça ira plus vite au début, mais en tout cas, le premier aller-retour est un peu long. Je vais aller voir ce que c'était. C'est quelqu'un qui veut rentrer dans la salle, c'est ça? Oui, j'ai fait rentrer une personne supplémentaire dans la Super. salle. Ah, et je vois le message de David qui me confirme que les 3 pistes, c'est bien mon hypothèse de structuration, donc on reste là-dessus, on le dit à personne, et on continue notre manigance, qui est le propre du design. Donc valider des lots et envoyer en impression, fabrication au fur et à mesure. Attendre que tout soit fini, ce n'est pas forcément utile. On peut y aller progressivement. Et plutôt que de faire une révolution, on fait évoluer l'existant. Donc bien sûr, il y a des risques. Bien sûr, il y a des risques dans les prestations. Alors je me mets à la place. Et honnêtement,
Je ne l'ai pas fait avant d'avoir monté cette école et d'avoir vu le regard des gens sur le design, pour avoir eu des discussions assez longues. Ça doit être difficile pour quelqu'un qui n'a aucune idée de ce que fait le designer. Et ils sont vraiment nombreux, ils sont même en majorité. En fait, à part les designers, si on enlève les designers qui ne savent pas trop ce qu'ils font non plus, ce qui est le cas de beaucoup de designers à certains moments où on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Personne ne sait ce qu'est le design, et donc il faut choisir un prestataire qui le fait, le design. C'est assez cher, le design. On va pouvoir parler de tarifs, si vous voulez, ensuite. On n'a pas de... Est-ce que c'est la bonne personne pour faire ce que je veux? Je ne sais même pas ce que je veux. Donc ça doit être une angoisse absolue à l'idée de choisir quelqu'un et de s'engager sur des... alors des projets, une identité visuelle, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, selon le nombre de pistes et le nombre de personnes à décider de la validation. Mais là, par exemple, je suis sur un projet de restructuration de services numériques de Paris-Saclay. Donc, vous savez, la grande université parisienne, 16 facs qui fusionnent avec chacun des unités, des interfaces numériques différentes qui doivent fusionner, par exemple, la manière dont on va s'inscrire aux langues, au LV2. Ça fait 1 an et demi que je suis dessus. On n'a pas encore validé le premier prototype. Donc, peut-être je suis nul, peut-être c'est très compliqué. Ils sont 45 personnes à décider. J'ai un chef de projet qui souffre énormément. Donc, vous voyez la quantité des gens à décider, plus le niveau de culture en design des équipes qui décident, des équipes décideuses, va créer de la frustration, va créer, au-delà finalement de l'appréhension de base, va mettre en place un système qui va être compliqué ensuite de désamorcer. Ensuite, il y a les créatifs qui peuvent être également assez échaudés par les relations en termes de design. Alors, bon, il y a déjà les malheurs de tous les prestataires, c'est-à-dire les délais de paiement qui peuvent être longs et les relances, parce que le créatif, s'il y a bien un truc qu'il ne sait pas faire, c'est parler d'argent. Dans les études en design, il y a des cours d'économie. Généralement, les étudiants sèchent, il faut le savoir. On est tous passés par là, malheureusement. Hein, et on leur dit, c'est important, moi j'ai séché, il ne faut pas que tu sèches. C'est important. Ils y vont pas. Donc, tous ces enjeux liés à l'économie qui sont au démarrage, en tout cas, de la pratique en design, compliqués à gérer. Et ensuite, une certaine monotonie dans la manière dont on valide les propositions qu'on fait. C'est-à-dire que les personnes qui ne se posent pas la question de la nouveauté dans leur création et du fait de se démarquer réellement vont avoir tendance à valider des choses qu'ils ont déjà vues et à être rassurés par des choses qu'ils ont déjà vues. Et donc, c'est toujours la piste 2, mélangée à la piste 1 qui sera retenue, c'est-à-dire la piste rassurante, parce qu'elle est rassurante, mais en même temps, elle est frustrante parce qu'elle n'est pas très créative. Donc, est-ce que vous ne pouvez pas me mettre un petit peu les couleurs de la piste 1 qui était chouette? Et ça, je le dis en rigolant, mais c'est vraiment un crève-cœur parce que 90% des projets, David peut peut-être confirmer à nouveau, je ne sais pas si on a la même expérience là-dessus, mais en tout cas, c'est quelque chose qui arrive et qui est d'une monotonie terrible, sachant que l'ego du créatif, c'est l'ego de l'architecte, l'ego du designer, sont des choses qui, quand on fait une conception, une création, on a l'impression de mettre un peu de soi dedans, quoi. Donc se faire dévalider au profit d'un truc déjà vu, c'est dire que vous êtes bien, mais un peu au niveau de la moyenne, et c'est dur pour des égomaniaques tels que nous d'entendre ça. Après, c'est aussi la maturité de faire avec et d'arriver à séparer le désir qu'on a de faire des choses nouvelles et de s'affirmer en tant qu'artiste, on va dire. On n'est pas des artistes, que les choses soient claires, mais on a cette fibre, on est un peu jaloux. De s'affirmer de ce côté-là et d'arriver à faire la part des choses en se disant que ce n'est pas dans la prestation de service forcément qu'aura lieu cette épiphanie et ce travail d'auteur, mais peut-être dans des projets personnels, qui d'ailleurs, et ça c'est assez drôle de se le dire, vont envahir nos books et nous allons être finalement sélectionnés sur ces books qui sont vraiment représentatifs du travail personnel qu'on est capable de faire, pour ensuite être voilà, validés sur des pistes qui ne ressemblent pas du tout à ça. Voilà les drames, je pense, des deux parties, lorsqu'il s'agit de collaborer entre créatifs et non créatifs, et encore, je dis non créatifs, ce n'est pas les bons mots, je les retire immédiatement, entre designer et non designer. Je vais peut-être prendre une minute pour faire... peut-être laisser la parole là-dessus aux professionnels qui sont présents, aux professionnels du design, qui ont peut-être un regard ou qui veulent peut-être me dire que je me trompe et redonner un peu d'espoir à tout le monde. Je vous laisse peut-être prendre la parole si vous le souhaitez.
Alors pour ma part, j'ai désactivé l'ensemble des micros. Donc si quelqu'un souhaite prendre la parole, je vous demanderai plutôt de lever la main et ensuite on activera votre micro. Et s'il n'y a pas de réaction, à ce moment-là, on va continuer. Très bien. Il nous reste une trentaine de minutes pour votre présentation, Julien. Très bien. Moi, je suis bien, je suis tranquille. Ça va dépasser un peu. J'ai commencé à faire, vous savez, des petits détours que je n'avais pas prévus. Des petites parenthèses. J'avais prévenu que j'ai une tendance à digresser. Vous n'êtes pas au bout de vos peines. Allez, on continue. Merci, Julien. Donc, je vous propose un autre cas d'étude qui est intéressant pour essayer de voir les démarches de designers. Héros. Donc, c'est un jeu de mots avec le héros, évidemment. L'agence No Design du très connu Jean-Louis Fréchin, du très apprécié d'ailleurs à juste titre Jean-Louis Fréchin. Chaque jour, un adulte inhale 10 000 à 20 000 litres d'air. Ce nombre conséquent nous fait comprendre l'impact de la pollution de l'air sur la santé de chacun. Donc, vous voyez, on boit 2 litres d'eau, on s'inquiète beaucoup de la qualité de l'eau, sur la qualité de l'air, on est moins regardant. C'est pas moi qui le dis, j'ai été confronté à une étude qui en parlait. Donc, voici un petit dispositif qui se porte comme un badge et qui va communiquer visuellement la qualité de l'air. Ça pue, on suffoque, fouche, réanimation, ça va se brouiller. C'est pas un loisir créatif, il y a des vrais capteurs. C'est le genre de choses qu'on peut fabriquer dans un Fab Lab. Les capteurs de qualité de l'air, c'est assez simple en fait en termes technologiques. Et donc là, il y a eu un travail de formalisation, non seulement à partir de ce fameux capteur d'air qui peut être bricolé avec 3 bouts de ficelle. Là, on lui a donné une dimension esthétique qui rappelle un peu les enceintes, histoire de dire, avec un écran qui va donner une autre fonction finalement, celle d'afficher à ceux qui n'ont pas le capteur. Officialiser le fait qu'en effet, ça pue. C'est relié, donc c'est un objet connecté relié à votre interface numérique qui va derrière vous donner chaque jour un data de vos trajets en termes de qualité de l'air. Donc là, on a par exemple un parcours à vélo à Paris, dans le 11e arrondissement, qui va vous donner les différentes zones. Vous voyez, on le voit en jaune et bleu. Les zones un peu putrides et avec le contenu finalement en termes de monoxyde de carbone, nitrogène ou vagues électromagnétiques. Donc, bon, je vous rassure, là vous vous dites le truc est hyper anxiogène. Tout à fait. Ça l'est. Ça l'est dans un monde où l'air est dégueulasse. Dans un monde où ça va, en fait, le truc est peu utile et en fait ça va. Cependant, en fait, la démarche est prospective. Je ne crois pas que vous puissiez l'acheter. C'est pas un objet, c'est une proposition qui va poser des questions philosophiques. Par exemple, là, ça pose la question de est-ce que j'ai vraiment envie de savoir? Si vous pouviez savoir ce que vous inhalez, est-ce que vous avez envie vraiment de le savoir? Tous les jours, de manière très précise, à tel endroit. Je pense que, pour l'avoir déjà demandé, les avis sont partagés. C'est comme s'exposer tous les jours aux excellentes nouvelles sur notre environnement naturel. Ce n'est pas conseillé. La solastagie est dure, sinon. Donc ça, c'était un design numérique, par exemple, et espace. Donc soit c'est et produit, pardon, design produit et design numérique. Donc je vous parlais de porosité dans les pratiques en design. Ça, c'est un seul et même studio qui l'a fait en interne, donc avec des équipes en effet pluridisciplinaires, mais un designer seul, je pense, est capable, un excellent designer, est capable de le faire. Qui sait, peut-être aussi bien, je ne sais pas. Donc on a vu ce qu'est le design, on a vu comment on travaille avec des designers, on peut maintenant parler de comment on travaille comme un designer. Et là, on va revenir à parler du design thinking dans quelques instants. Le monde contemporain est tourné entièrement vers l'image. Le designer est un créateur de forme. Ok. Le monde contemporain est instable et changeant. Les méthodes de design facilitent ce mot qui maintenant m'agace énormément parce qu'on l'utilise aujourd'hui pour donc la résilience en créant des situations adaptables par le design. Comme je le disais, on peut, dès la conception de l'objet, imaginer qu'il va changer, que le monde se transforme. La dimension prospective est là. Et le mot résilience, qui veut dire une capacité d'adaptation aux écosystèmes changeants, est devenu une capacité à se taire pour accepter les changements imposés par des décisions unilatérales. Donc je pense que le mot a été biaisé. Donc le design thinking, l'agence de design de la Silicon Valley, IDEO, en 1990, qui le crée, on commence à en entendre parler autour de 2010 en France, donc il y a un petit lag, un temps de latence.
On a peut-être attendu que ce soit testé sur des êtres humains outre-Atlantique. En tout cas, un peu de temps pour que ça arrive. Là, je dois avoir une vidéo qui n'est pas forcément utile, ceci étant dit. Donc, si elle ne se lance pas, je continue. Très bien. Alors, est-ce que c'est bon? Je peux avancer dans ma... Voilà, très bien. Donc, le design thinking, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée selon laquelle le designer est capable d'innover de par sa structure mentale. C'est-à-dire ce qui a été forgé par ses études, une espèce de plasticité et un certain lâcher-prise qui va faire que la première phase de diagnostic va aboutir à une hypothèse, des hypothèses, et ces hypothèses, au lieu d'être sélectionnées intellectuellement, vont être produites et testées sur des gens, avec des gens, ou en tout cas dans un espace réel. Donc voici ce qui ferait, si vous voulez, la substantifique moelle de la pratique en design du designer, cette capacité, je pense que tout est dans la flèche bleue en réalité. Ah, ça s'est lancé avant. J'ai eu le son dans les... Bon, c'est pas grave. En fait, je pense que la vidéo est trop lourde pour la présentation en streaming. Donc bref, je reprends donc. La flèche bleue, en fait, c'est la grande différence qui se passe entre le fait de vouloir concevoir un produit, imaginer des choses, et là, certains vont choisir, travailler énormément et le montrer au public, là où le designer va se dire « Allez, je les fais tous, vite fait, et on en parle ». C'est ça, ce lâcher-prise-là. On va faire un prototype un peu dégueulasse et on va voir ce que ça donne. Sachant qu'en fait, cette technique de design thinking, c'est 3 grandes étapes, mais qui peuvent être en effet découpées en micro-étapes. Il y a une partie un peu poétique avec l'empathie, on peut se mettre à la place pour imaginer en tant que poète. Ensuite, à partir de résultats d'observation, interpréter. Ensuite, avoir ces 2 phases de conception prototypale. Donc, j'imagine des choses et je les prototype. Sachant que le premier stade du prototype, c'est le dessin, tout simplement. C'est un prototype basse fidélité qui est extrêmement performant, le dessin. Ensuite, il y a le prototype et le test. Et on peut le faire en 9 étapes, identifier, observer, délimiter, idéer, prototyper, tester. Et dans cette phase-là, le bleu est la partie marketing, c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement le tester vite fait avec des proches ou des volontaires, on va introduire une première version du produit. En numérique, c'est facile, on fait une V1 pleine de bugs et on lance une super interface où on peut faire partie de la communauté et relever tous les bugs ensemble et vous gagnez un pot de yaourt ou un porte-clés à la fin et c'est super. Et en fait, là, ça donne une meilleure vision finalement du prototype puisqu'il est dans son contexte marketing. C'est-à-dire qu'on va prendre un objet un peu dégueulasse, on va le mettre, quand je dis un peu dégueulasse, il n'est pas moche, il n'est pas sale, mais il est sobre, il est rapidement conçu, économiquement conçu surtout. Et à partir de là, on va se le montrer entre nous, se dire est-ce que c'est bien. C'est différent d'avoir tout finalement une machine de communication qui va avec, des tutos, de l'identité visuelle, des communications sympas, où ça rend une image plus sympa, ça transforme, si vous voulez, ça biaise, si vous préférez, les résultats du test de manière positive pour rassurer les financeurs, par exemple. Ça les biaise parce qu'il y a déjà le marketing qui est en cours. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner derrière, ça veut simplement dire que l'objet, en tant qu'objet, on peut encore avoir des doutes dessus, mais l'objet en tant que produit marketé fonctionne. Donc, vous voyez, on est toujours sur cette espèce de recherche, de désir d'identification du réel qui peut être plus ou moins ardent et plus ou moins long à déployer, ou alors pour des raisons de timing ou de budget plus courtes et plus orientées. Le design thinking, donc, comprendre, explorer, proposer. Il faut bien comprendre qu'au sein de ces techniques, il y a plusieurs méthodes qu'on peut moduler. On voit beaucoup les post-it, par exemple, ça c'est vraiment l'image d'Épinal de la pratique de design thinking, mais on n'a pas besoin de post-it pour faire un design thinking, que les choses soient claires. Il y a plein de méthodes. On peut imaginer faire venir des médecins, mais pas en tant que professionnels de médecine, mais en tant que patients, et leur faire vivre l'expérience patient. Vous voyez, on peut mettre des contraintes dans la création, des contraintes absurdes. On peut, voilà, tout est imaginable et les méthodes peuvent encore être fabriquées par les designers. Tant qu'on garde, si vous voulez, la structure qui va être celle du diagnostic, celle
alors de l'idéation, mais le mot me déplaît, donc celle de la conception, tout simplement. On peut dire conception créative, si le mot conception n'est pas assez valorisant. Et celle ensuite du test prototype test. À partir de là, en termes de structure d'atelier, tout est possible. Et je dirais même, tout est plutôt souhaitable. Enfin, en tout cas, il est souhaitable que les méthodes soient conçues en fonction du public qui va être là. Et mon grand reproche au design thinking, déjà, évidemment, c'est de ne pas mettre de designer dedans, en général. C'est-à-dire qu'on perd du temps sur des choses qu'un designer peut résoudre avec ce qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire la capacité à faire son travail mieux que les gens qui ne font pas votre métier. Et du coup, placer plutôt les personnes comme collaboratrices du designer. Ça, c'est mon premier reproche. Et le deuxième, c'est que souvent, dans ces ateliers de design thinking qui sont très ludiques, aucun prototype et aucun test ne sont faits. Et on retombe dans les travers d'une pratique sans design, celle de ne pas produire les interfaces et de ne pas produire les objets, et de ne pas les montrer. Donc voilà, si vous avez l'occasion de participer à un design thinking et que cette phase-là est bâclée, vous savez que vous étiez bien dans une manigance, mais qui n'a rien à voir avec le design cette fois. Une entourloupinette, comme on peut dire. Et donc le design thinking a une amorce d'approche globale, c'est-à-dire qu'on va faire venir des gens de plusieurs pratiques différentes ayant plusieurs cultures. Et c'est cette confrontation de cultures qui devrait faire la richesse des prototypes, en tout cas des idées, des concepts. Donc pareil, si vous êtes dans un entre-soi étrange avec un seul pôle de votre structure ou que des designers, par exemple, ce serait étrange. Alors, en résumé, c'est inclusif. Le design thinking, c'est quand même un événement physique en général. D'ailleurs, je vous invite à ne pas aller aux événements numériques de design thinking, c'est un calvaire. Donc, vous êtes avec des gens. Tout le monde est le bienvenu. Tout le monde dans l'entreprise. C'est pas réservé aux décideurs, en théorie. Au contraire, ce serait bien qu'ils ne soient pas là, en réalité. Ou alors là plus tard, pour lever les biais cognitifs qui vont avec. C'est horizontal, il n'y a pas de chef. C'est censé être quotidien, puisqu'il y a une récursivité. C'est vrai que j'en ai pas parlé. La récursivité, c'est le fait que quand c'est terminé, on recommence. Vous voyez ? Après la phase de... Et c'est vrai que c'est fondamental, Julien, tu perds les pédales. Après la phase de test utilisateur, il y a un diagnostic des résultats qui va amener à de nouvelles idées, qui va amener à de nouveaux prototypes, qui va amener à un nouveau diagnostic. C'est pour ça que le fait de le placer en événementiel, et on y reviendra, en fait, c'est pas ça le design thinking. C'est une manière de gouverner. C'est une manière de gérer un projet. C'est pas un événement... En théorie, c'est pas événementiel, c'est quotidien. Donc c'est fun et coloré. Si vous avez des post-it de couleurs, c'est cool. Ça donne une image ludique de vos réunions d'équipe. C'est toujours un plus. C'est vrai que c'est plus sympa. Ça facilite l'acceptation puisque tout le monde est otage de la prise de décision. Donc on peut blâmer personne. Hein, tout le monde était d'accord. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas être d'accord avec le truc que tout le monde a fait ensemble. Vous étiez là, fallait le dire. Et c'est modulaire. Ça peut se faire de différentes manières en fonction des profils. Alors, qu'est-ce que je n'aime pas à propos? Ça coupe aussi chez vous ou c'est que moi? La diffusion, vous voyez Là, on a un écran blanc. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Bon. D'autres personnes me disent que tout va bien chez eux. Donc, Ah bon? Très bien, je retourne sur... ouais, alors le problème, c'est que moi, je vois rien du tout. Alors attendez, excusez-moi, je vais vous demander une seconde. Je vais fermer. Ouais, alors je vais fermer et rouvrir. Ah, attendez, c'est peut-être ma batterie. Non, ce n'est pas ma batterie puisque je suis branché. Allez, je ferme et je rouvre. C'est censé réparer tous les problèmes du monde. c'est la meilleure méthode, hein, de toute façon. Ah il n'y a que ça de vrai. Hein. Après, bon, ça a des limites. En médecine, par exemple, on ne peut pas fermer et rouvrir les gens. Enfin, si, d'ailleurs, on le fait. C'est peut-être le pire parallèle que je ferai aujourd'hui. Donc, je vais m'arrêter là tout de suite. Le livre, je relance. Sinon, on termine avec des post-it aussi, Julien, si tu veux. Oui, il y a des post-it numériques. Non, mais à la rigueur, c'est un peu embêtant.
Est-ce qu'il y a un... Donc, nous venons de perdre Julien. Je pense qu'il va se reconnecter dans très peu de temps. Je pense qu'il doit avoir un problème de connexion. Et il va m'être difficile de faire la présentation à sa place. Alors, on me demande de rappeler les dates des prochains ateliers. Donc, sur Quimper, cette fois-ci, ils ne seront pas en distance, mais en présentiel. On a 2 ateliers qui ont lieu la semaine prochaine. Un mardi après-midi à 14 h sur le web design et un second le 16 sur le motion design et tout ce qui est typographie. Sur le créneau toujours, 14 h, 15 h 30. Julien, voilà. Nous, Tout est bon. Tout est bon? Quitter, repartir, ça marche à tous les coups. Et ton écran aussi? Bon, super. Et tout est bon. Et oui. Oh, aïe, aïe. Très bien. Excusez-moi pour cet aléa technique. Je repars si ça vous va. Vous aviez peut-être lancé une nouvelle conversation. Non, j'étais en train de juste de rappeler les ateliers de la semaine prochaine. Donc, on est tout oui, nous t'écoutons. C'était la page de pub. Je ne vais pas chanter. Hein. Non, bon, on travaillera ça. Centré utilisateur, donc égoïste. On va revenir sur ça. C'est quelque chose qui est peut-être mon cheval de bataille en termes de théorie du design. J'ai fait une conférence pour la France Design Week de l'année dernière qui est en ligne sur le design décentré. Vous retrouverez certains éléments. N'allez pas forcément la voir, c'est long et ça fera un peu redite. Mais en tout cas, c'est vraiment la chose sur laquelle je me positionne. Le design thinking part du principe que si on est centré utilisateur, on va créer un produit qui est plus performant. Et c'est tout à fait vrai. Et ça me dérange. Et on y reviendra dans la dernière partie. C'est souvent incomplet. Donc, comme je disais, pour des raisons de budget généralement, et ou de temps, ce qui est en fait la même chose, on ne pousse pas jusqu'à un premier diagnostic. Résultat, on a eu plein d'idées, c'était vraiment sympa, on range tout ça et on n'en parle plus jamais. Et ensuite, ça peut être parfois trompeur dans le sens où qui dit méthodologie, dit biais. Et en fait, on peut avoir des méthodes qui sont très coercitives. Si vous voulez, vous pouvez avoir cette méthode qui va vous obliger à penser telle ou telle chose. Il y a certains événements de politique publique, par exemple, qui, sous couvert de créer du participatif, vont en fait créer un biais initial dans la réflexion qui va orienter vers le choix qui a déjà été pris par la collectivité. Et je parle de collectivité, mais c'est vrai dans l'entreprise aussi. Quand un patron, parfois sans s'en rendre compte, veut créer ce genre d'événement, mais sans risque. Par risque, j'entends le risque de la démocratie, qui est celui de l'idée qui va dans un autre sens ou dans un mauvais sens, peut-être aussi. Eh bien, il y a des possibilités de verrouiller. Et souvent, le brief des designers, enfin, c'est rarement des designers, des personnes qui animent ces ateliers, ils ont une espèce de mission interne, plus ou moins, en tout cas, verbalisée. Mais il y a des biais qui apparaissent. Et c'est lent par rapport à un designer. C'est-à-dire que, comme je le disais, parfois, pour avoir fait de la facilitation dans ce genre
d'événements ponctuels, souvent, on a la réponse déjà à la question pendant le brief. Quand je dis la réponse, c'est la réponse à un aspect de la question qui va aboutir à plusieurs prototypes. Il n'y a pas une réponse en design. Il y a énormément de bonnes réponses. Et donc, pour arriver à ces bonnes réponses, on a, nous, des clés. Mais vu que c'est des événements qui sont censés être pédagogiques, on ne doit pas vous les donner, on doit les faire émerger chez vous. Donc, en plus, il y a un côté un peu intrusif comme ça dans votre manière de penser. Ou alors, on perd du temps. Et au final, on aboutit à ça et on se dit, hier, je le savais déjà que ça allait faire ça. Donc, vous voyez, il y a cette gymnastique qui est à la fois très positive pour plein de raisons et un peu négative pour d'autres. Ce n'est pas lié au design thinking en lui-même, qui est une espèce d'hypothèse sur la manière dont les designers pensent, créent, mais plutôt un vice qui est celui des personnes qui le font. Consciemment ou inconsciemment, je le redis. Parfois, on se rend compte qu'on a orienté. Parce que si le design thinking est une hygiène d'entrepreneuriat, j'aime bien le définir comme ça, parce que c'est ça. C'est-à-dire que c'est une manière de faire quotidiennement. Son approche n'est pas assez globale pour être éthique, car elle est centrée. Je vous montre un cas d'étude que je connais bien, puisque ça, c'est mon studio de design qui l'a fait. Ça va être en lien avec le design participatif. C'est un manuel de chinois. Alors, en fait, c'est un coffret de petits manuels de chinois. À la base, c'était pas ça. Quand on a eu donc Beijing Cursus, ça s'appelle, quand on a parlé avec les porteurs de projet, la volonté, c'était de faire un gros livre de chinois pour passer le HSK1, c'est-à-dire le TOEIC du chinois. Vous savez, le diplôme de chinois niveau 1 débutant. Et donc, on a eu un pavé de trucs de chinois et on leur a dit non, mais c'est chiant. C'est imbuvable, c'est horrible. Et donc là, on a commencé une discussion avec eux. La demande était très précise. Je vous parlais de brief tout à l'heure. La demande qu'on avait eue était d'une précision chirurgicale. Un gros pavé noir et blanc. Et donc, il faisait, je crois, 400 pages de caractères chinois et de définitions. C'était comme beaucoup de manuels de chinois le sont. Donc, on a engagé, on a fait venir alors, c'était un psychologue, justement, spécialisé dans l'apprentissage. C'est plutôt pour les jeunes, c'est pour les collégiens, lycéens. Donc, la manière dont l'apprentissage est fait, donc on a eu moult réunions avec les porteurs de projets. C'était déjà la démarche en design. Donc, nous, on a commencé à organiser. Alors, c'était des petits ateliers. Nous, on ne participait pas parce que ce n'était pas la question de l'esthétisme, mais vraiment de la structure pédagogique du livre. Et donc, on a abouti à déjà séquencer en petits chapitres. Ce n'est pas des idées incroyables, mais le temps de faire émerger ça chez des porteurs de projets qui n'y avaient pas pensé, qui trouvaient ça pénible. Donc, on expliquait, voilà, il en est au chapitre 1, les chiffres d'ATR, il peut le prendre dans le bus. C'est pas lourd pour le dos. Il a déjà beaucoup de livres, le collégien ou le lycéen. En plus, c'est un petit feuillet souple. Et donc, on a abouti à découper comme ça. Donc, à l'intérieur, ensuite, c'est beau ou ce n'est pas beau, selon les goûts, mais c'est du design graphique. Donc, on a donné une identité qui dit ce qu'elle est, clairement, un manuel de chinois. À l'intérieur, on a essayé de rendre aussi sympathique que possible l'apprentissage du dessin, et on a conçu un carnet d'écriture pour aller avec. Alors pareil, il ne voulait pas du tout d'interface imprimée, donc de médias imprimés pour écrire, d'ailleurs en parlant d'écologie. Oui, mais s'il faut faire 50 pages pour apprendre à écrire le caractère Jing, parce qu'il faut l'écrire plein de fois, etc. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste mis avec une petite feuille plastifiée, ce n'est pas l'idéal, mais par rapport à 3000 pages de papier, peut-être qu'en termes d'impact, ça s'équilibre. Mais en tout cas, avec de quoi effacer un petit crayon. Et en fait, on superpose sur le caractère et on va le dessiner plusieurs fois. Vous voyez, il y a le trait par trait, donc on va faire les traits en même temps pour s'entraîner, et ça s'efface. Et donc, en fait, on peut l'utiliser de manière illimitée. Donc, dans un petit bloc-notes, pareil, qui finalement est beaucoup plus petit, puisque dans les livres de chinois habituels, il y a en effet plusieurs pages du même caractère pour faire et refaire. Et ensuite, en effet, une interface numérique pour la prononciation, là où au début, il n'y avait qu'un seul livre. Donc oui, ça a rajouté pas mal de travail, et donc ça a dû augmenter le coût. Mais tout n'a pas été fait en même temps, ça a été fait dans le temps, et au moins l'approche est globale. Et aujourd'hui, ils sont sur des marchés qui n'étaient pas prévus, en l'occurrence. Notamment la formation adulte. Alors qu'il y a des petites illus de lapin et tout dedans. Donc j'imagine les gens dire « Oh, lapin !» Je ne sais pas comment on dit en chinois.
On arrive à la dernière partie, celle qui fait que je vais dépasser sûrement, mais oui, bien sûr, l'heure et quart que j'avais annoncé au début. Je blâmerai le problème technique. Le design en tant que stratégie éthique globale. Donc, pour vous familiariser avec ce que je pense du design centré, là, on va être dans une partie qui est plus personnelle, mais qui, je pense, va être intéressante. C'est pas personnel que à moi, mais plutôt à une mouvance dans le design. Le design centré, en gros, ça revient de passer de ça, qui est un écosystème, à ça, qui est le fait de ne regarder qu'un seul item de l'écosystème. Et c'est vraiment ça, le design centré. On ne peut pas être centré sur tout. De la même manière que lorsque vous voulez mettre le logo plus gros, ça veut dire que le reste sera moins visible. Vous ne pouvez pas mettre le logo plus gros, le titre plus gros, l'image plus grosse, parce que tout ne peut pas être plus gros que tout. Donc là, c'est pareil. On ne peut pas être concentré sur tout et n'importe quoi. Et donc, lorsque je ne me préoccupe que d'une seule personne, j'en oublie le couple, le groupe, la communauté, l'écosystème, et je finis par reporter le coût, la douleur ou la peine sur le dos des non-utilisateurs et des non-clients. Voire tôt ou tard sur celui de l'utilisateur lui-même, car il fait partie de la société ignorée, il est ambivalent. Donc ça, c'est une notion que j'ai vraiment envie de parler, c'est-à-dire que l'utilisateur de Uber est aussi non-utilisateur d'Uber à chaque seconde de sa vie où il n'utilise pas l'application. Ainsi, imaginons que nous soyons dans une superbe idée de design centré utilisateur où pour l'utilisateur c'est parfait, sauf que ça remplit les poubelles autour de lui. Parce que ça crée une consommation terrible autour de lui, ça remplit les poubelles. Qu'est-ce qui va se passer pour le citoyen utilisateur? Soit sa taxe de ramassage des poubelles va augmenter, ce qui est cohérent s'il l'utilise, mais son voisin qui ne l'utilise pas et qui voit sa taxe augmenter pour un service qu'il n'utilise pas est un peu agacé. Soit ça va créer des problèmes peut-être sanitaires, des problèmes d'encombrement urbain. Donc ça, c'est un exemple tout bête, mais qui peut être bien plus grave. Je pense avoir un cas d'étude, voilà, super. Avec Yuka. D'ailleurs, Yuka qui a corrigé le cas d'étude que je vais vous faire maintenant. Mais tant mieux, ça veut dire qu'ils ont conscience de la chose et j'en suis ravi. Yuka, donc, c'est, vous devez connaître, une application qui permet de scanner les étiquettes des produits de l'industrie pour savoir à quel point c'est dégueulasse et de quelle manière c'est dégueulasse. Et vous proposer une alternative vers un produit similaire qui est beaucoup mieux. Alors, mieux en termes de quoi? En termes d'apport et d'équilibre. Donc, il y a les additifs. Par exemple, Prince Chocolat, je ne me rappelle plus de la baseline de la pub, mais je pense que c'est de la force dans ta poche ou un truc comme ça. Et bien, en fait, c'est très peu de force dans ta poche, c'est beaucoup d'additifs, beaucoup de sucre et des calories. Alors, calories, on peut dire que c'est un peu de la force, et des graisses saturées, beaucoup trop par rapport à un apport journalier recommandé. Donc, quand on se dit ça, on va peut-être choisir un produit à côté. Vous voyez, on propose des alternatives. Donc, un autre biscuit au chocolat, qui lui a des super apports. Sauf que rien n'indique comment est construit ce produit. Donc admettons un produit français construit à côté de chez vous. Quand je dis construit, ça va être produit et transformé et tout ça, mais vraiment à côté, à 5 mètres de chez vous. Par contre, il est dégueulasse pour votre santé. Mais pareil, c'est un prince chocolat. Ça veut dire que sur l'effet que ça va vous faire à vous, directement en l'ingérant, c'est pas bon. Donc vous allez prendre un truc qui est à 95%, qui est super, bien équilibré, mais qui est fabriqué dans un pays où, pour fabriquer ça, on rase des forêts, on détruit des écosystèmes et on appauvrit finalement la capacité de l'environnement à stocker du carbone, à émettre, et surtout, la petite fabrique à côté de chez vous va fermer. Et donc, en fait, votre voisin qui travaille, toujours le même, hein, le gars qui souffre des poubelles et qui travaillait dans cette fabrique, perd son travail et donc va au chômage. Et donc après, on a des discours politiques qui disent que c'est pas bien quand même les chômeurs, c'est pas terrible, c'est pas très utile, on ferait mieux de pas en avoir. Et là, nous, on se dit ouais, c'est vrai, quand même, c'est chiant, surtout que moi, je paye des taxes, machin. Donc, vous voyez, en fait, l'effet de l'achat, bien sûr, avec des calculateurs, avec des choses, si on le centre sur nous-mêmes, en termes de consommation et d'attente, on crée des effets pervers qu'on appelle des transferts d'impact, c'est le terme absolu. Donc nous avons, pardon, j'hausse le ton avec enthousiasme, conçu une définition aujourd'hui à l'Institut supérieur de design de Saint-Malo de ce que devrait être la pratique du design au XXIe siècle. Une approche globale des projets, articulant les disciplines techniques et artistiques au service de la conception et de la fabrication. Donc on imagine et on fait, de choses qui sont désirables, collectivement souhaitables et soutenables. Alors voilà, technique et art, on a vu pourquoi.
La conception, comme je le disais, c'est bien, mais s'il n'y a pas le prototype et la fabrication, ce n'est pas du design. Et ensuite, les choses désirables, ce sont des choses qui sont belles. Elles sont belles par leur forme, et elles sont belles par leur philosophie. Collectivement souhaitable, ça veut dire que, en effet, l'utilisateur en jouit du fait de la qualité du produit et de l'expérience, mais celui qui n'utilise pas n'en souffre pas. Et donc peut jouir du bonheur de son voisin. Ce qui est quelque chose d'empathique et que je trouve très beau, d'être heureux de la joie de son voisin. Et soutenable, c'est-à-dire que ça peut durer pour toujours. Donc voici les axes, si vous voulez, un carcan qui pourrait appeler des méthodes, appeler des praticiens. Et donc, par rapport à ça, j'aimerais vous parler d'une dernière chose qui est la conception bio-inspirée, puisque ça va devenir notre pratique principale, et je pense que c'est quelque chose dont vous pouvez entendre parler de plus en plus, d'autant qu'à Quimper, vous êtes proche de Concarneau. Concarneau qui va être un haut lieu de la bio-inspiration. On va y revenir dans un instant. La nature comme mesure est le principe éthique du biomimétisme, car il nous indique que la nature impose des limites ou des normes. Donc c'est très simple. Que peut encaisser la nature? Tout ce qui est en dehors de ça n'est pas souhaitable, n'est pas soutenable. Donc intégrer la philosophie des limites du vivant au centre de la réflexion et penser en cycle. Très important. Première étape, on va qualifier les relations au sein d'un écosystème. Alors dans le vivant, c'est intéressant, mais la manière dont les animaux, les plantes, les arbres et nous cohabitons, ce sont des types de relations qui vont du mutualisme. C'est la situation où c'est gagnant-gagnant. Il y a plein d'exemples. Je meurs, une fois de plus le pire exemple, mais il est parlant, je meurs. Au pied d'un arbre, je nourris l'arbre qui va donner l'oxygène qui va me permettre de vivre, enfin qui a permis à mon moi vivant de vivre et qui permettra à mes enfants de vivre. C'est gagnant-gagnant. J'ai rien à perdre à mourir au pied d'un arbre. La symbiose, c'est pareil, mais avec une dépendance. C'est-à-dire, tout le monde est content jusqu'à ce qu'il y en ait un qui meurt, les deux meurent. Mais voilà, ça va être le Fab Lab qui n'a pas de budget, l'agenceur bois qui doit payer pour que quelqu'un vienne ramasser les déchets bois, les chutes de bois de son labo, et ben peut-être que l'agenceur peut donner. Mieux que ça, peut laisser le Fab Lab venir chercher les déchets. C'est une relation symbiotique, ou en tout cas, enfin mutualiste, on va dire, et éventuellement symbiotique. Donc ensuite, vous voyez, ça ne me coûte rien et quelqu'un en profite. Je donne mes invendus. La coexistence, c'est-à-dire je fais mes trucs dans mon coin, l'autre personne fait ses trucs dans son coin, et aucune de nos actions ne nuise à l'autre. Ensuite, on a le parasitisme qui va se nourrir de l'autre. Donc c'est Uber, par exemple, typiquement, ou Amazon, dont l'activité se nourrit de la perte d'activité d'autres commerces. Ou la prédation, dans le numérique, ça se fait beaucoup. On va racheter une start-up pour la dégager parce que ça suffit, ou intégrer la technologie. Et la pire situation possible dans le monde du vivant, c'est la compétition. C'est quand il faut déployer plus d'énergie pour rien, pour arriver au même niveau de compétences et de résultats, de ressources, on dit dans le vivant. Donc en fait, tout notre système économique est basé sur la pire relation possible entre les êtres vivants en termes biologiques. Ce qui est inquiétant et ce qui explique aussi pas mal de choses. Sachant qu'on dit que la nature est une compétition, mais en réalité, c'est une coopération. C'est une compétition sur un socle de coopération. Donc il existe tout un tas de logiques, des règles même, notamment utiliser les déchets comme matériaux, éviter les toxiques persistants. Donc pour info, on utilise plus de 250 molécules de synthèse qui ne sont pas assimilables par le vivant, là où la Terre fait tout pareil que nous, avec 7 molécules, qui sont d'ailleurs qui sont prolifiques, enfin nombreuses dans l'écosystème. Nous, il faut qu'on monte à 5000, 3000 degrés pour faire du verre. La nature le fait à température ambiante. Il y a des animaux qui produisent du verre, etc., etc. Donc il y a plein de choses dont on pourrait s'inspirer pour être plus, non pas efficace, mais efficient, arriver au même résultat, mais avec moins de pertes de matériaux et d'énergie. Par exemple, optimiser plutôt que maximiser. Donc voilà, il y a des règles dans la biologie qui sont extrêmement intéressantes. Et enfin, penser en cycle. Et ça, maintenant, c'est, je pense, intégré dans les formations en design très largement, notamment en design produit. On va parler, là où on ne le faisait pas avant en tant que designer, en amorce, en amont, des matériaux, d'où viennent les matériaux, comment ils sont extraits, existe-t-il d'autres matériaux, comment ils viennent,
comment on les transforme pour éviter les pertes, comment on les récupère une fois qu'ils sont plus utilisés, comment, de par notre conception, ils peuvent être réutilisés ou transformés ou démontés, et comment on les réintègre dans le processus de fabrication d'autres objets. Donc cette pensée-là, elle est valable évidemment pour le design de produits ou d'objets, elle est valable pour le design de services, comment mon service évolue, comment mon service fait la transition vers son existence, puis vers son déplacement, par exemple. Je pense à la délocalisation, qui n'est pas forcément... Vous voyez, on dit produit en Chine, c'est nul, mais produit en Chine pour des Chinois, c'est super en termes de circuit court. Donc, comment on fait voilà, on segmente, comment sur le service, sur le graphisme, ça existe aussi. Alors, je parle bien sûr des objets imprimés, mais également de la communication, c'est-à-dire de la sémiologie qu'on crée, le sens des choses qu'on fait, qu'on dit. Et je finis avec un projet qui est de chez vous, de Concarneau. Alors, ce n'est pas tout à fait Quimper, j'en ai conscience. Vous avez un superbe designer à Concarneau qui s'appelle Gillian Grave, que vous connaissez peut-être. Donc Gillian, lui, il est bio-designer, bio-inspiration, il a fabriqué ce prototype de bouilloire qui va faire appel à 4 animaux, les termites, le toucan, l'ours polaire et le nautile. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. Voilà à quoi elle ressemble de l'intérieur. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire qu'une bouilloire, on la fait chauffer, ensuite on l'oublie, ensuite on la refait chauffer, ensuite on la met dans le thé, ensuite le thé on l'oublie, il n'est pas assez chaud, on va re-remplir la théière avec de l'eau chaude, on va boire une tasse de thé, on va oublier la théière, on va vider le reste du thé froid parce qu'on en a marre de le réchauffer, et on a perdu l'équivalent de 3 bouilloires en termes d'électricité. On a été obligé de la réchauffer parce qu'on l'a oublié 20 minutes et ça n'a pas tenu la chaleur, et au final on gaspille la quantité parce qu'on n'avait pas besoin de tout ça. Alors là où c'est intéressant, c'est que la théière, en fait, elle est construite comme le nautile. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le nautile, c'est le coquillage, vous voyez, à gauche là, qui, pour monter et descendre dans l'eau, va remplir et vider des compartiments de manière optimale. Donc là, la construction en compartiment permet de remplir des doses dans la bouilloire en fonction du nombre de personnes. Donc en fait, un compartiment, c'est une tasse. Donc on va pouvoir remplir comme ça. Ensuite, donc ça va limiter aussi, puisque c'est isolé par des biomatériaux, ça va limiter, si vous voulez, la déperdition d'énergie. Ensuite, les termites. D'ailleurs, il y a un très beau projet de bâtiment en Afrique inspiré de la termitière. Ce qu'il faut savoir, c'est que les termites, ils arrivent à réchauffer ou rabaisser la température de leur petite tanière de termites grâce à une cheminée. Donc là, on la voit, la cheminée qui transperce la bouilloire. C'est une cheminée thermique, ça permet de conserver la chaleur ou la fraîcheur. Donc quand on chauffe, ça va conserver la fraîcheur à l'intérieur grâce à cette cheminée, c'est pour des raisons purement physiques, c'est la science. Tout ça mis dans un ensemble de biomatériaux qui ont une structure qui est identique à celle des ours polaires qui, forcément, se protègent du froid et donc isolent. Donc en fait, cette bouilloire, on peut la faire chauffer le matin. D'après les calculs théoriques du prototype, elle est toujours chaude l'après-midi à presque même température. Donc c'est quand même remarquable. Et ensuite, on va pouvoir verser dans sa tasse segment par segment. Tout ça avec moins d'électricité pour la faire chauffer à 100 degrés. Donc vous voyez, là on est sur une complexité supérieure. C'est-à-dire qu'avec Gillian, il y a des biologistes et des mathématiciens qui travaillent pour un objet qui est malgré tout désirable, c'est-à-dire que c'est assez beau. Collectivement souhaitable, je ne sais pas. Je crois qu'il est assez cher pour un prototype. Donc est-ce souhaitable, je ne sais pas. En tout cas, il est clairement désirable et parfaitement soutenable, puisqu'il nous fait faire des économies d'X bouilloires par jour, tout en augmentant notre capacité à être heureux de boire un thé. Il a plein d'autres super projets, donc il ne faut pas hésiter. Et si vous vous intéressez au biomimétisme et à la bioinspiration, vous découvrirez un paquet de projets en design qui sont d'une simplicité extraordinaire et d'un résultat spectaculaire. Donc voilà, on peut en rester là. Je vous ai préparé un petit canevas pour demander à des designers de travailler avec vous. Je vais vous la mettre à disposition. Alors c'est vraiment très, très sobre, très simple et très succinct, mais ça a le mérite d'exister. Alors j'avais pas les commentaires en même temps. Pourriez-vous nous rappeler les dates des prochains ateliers? Ça, c'était pas pour moi. Ce qu'on appelle cultiver la pensée. Ça tout à l'heure. Ouais, voilà, très bien. La pensée systémique, Annabelle, exactement. Pensée systémique.
dans notre cas écosystémique, puisqu'on va intégrer en plus évidemment des systèmes humains, les systèmes biologiques. Avec, par exemple, on a fait un travail sur l'urbanisme. Pour le transport des populations à Saint-Malo, on a intégré le transport des insectes. Donc en fait, on a des couloirs, une maille de navigation où des souris ou des insectes peuvent naviguer sans sortir de leur cachette, sans accès humain, etc. Donc oui, tout à fait. C'est exactement la pensée systémique. On en entend beaucoup parler. J'ai pas hâte que le terme soit galvaudé comme tous les autres termes, tels que la résilience, par exemple. Ça va devenir autre chose. En tout cas, dans le fond de ce terme-là, il y a une richesse méthodologique énorme. Et donc, les vraies richesses, ce sont les méthodes. Je vais finir là-dessus, je vais le rappeler. Merci beaucoup. Merci. Et on parlait juste avant d'un cahier des charges que vous pourriez partager avec nous. Je vais le déposer dans le chat. Dans le chat, ok. Je vais aller le chercher en attendant. Peut-être que vous formalisiez quelques questions ou remarques ou reproches. Il n'y a aucun problème. Je m'étonnerais. Je vais laisser, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez poser des questions, je vous laisse lever la main et puis on vous écoutera, parce que j'ai coupé les micros. Le mieux, ce serait qu'on vous écoute et qu'on vous voit si vous souhaitez poser des questions à Julien. Je pense que le propos était clair. Je ne vois pas de petites mains qui se lèvent. Je pense qu'en 1h30, on a fait le tour un petit peu de la thématique. Alors, j'ai Annabelle qui a une question. Donc, Annabelle, je vais vous laisser mettre votre micro en route. Et si vous pouviez également vous présenter avant de poser votre question. Oui, bonjour à tout le monde. Merci Julien pour la conférence. Moi, je suis allée juste par curiosité comment vous allez présenter le design, parce que moi-même, je ne suis pas designer, mais j'ai une acculturation à l'approche design. Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie professionnelle, mais je m'intéresse beaucoup à l'économie circulaire et au design circulaire. J'ai été certifiée sur une méthode développée par Circulab. Et je voulais juste revenir sur quelque chose qui n'a pas vraiment rapport avec le design, mais qui pour moi a quand même un rapport. Vous disiez, parce que ça m'intéresse,